Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un enregistrement assez spécial. C'est la 4e séance d'une campagne de jeu de rôle, Néolutès. Exactement. On va explorer ce Paris du futur, un peu sombre, dystopique, à travers les yeux des joueurs, quoi. C'est ça. Et cette session 4, elle arrive juste après des événements assez tendus, on peut dire. Ah oui, Oui, on sent que la pression monte vraiment d'un cran pour ce groupe de personnages. Ils essayent de naviguer comme ils peuvent dans Néolutès, avec tous les dangers, et en même temps, ils gèrent leur propre crise. L'ambiance est électrique dès le début. d'accord. Donc notre mission, là, c'est d'extraire un peu le jus de cette séance. Les moments clés, les révélations, les décisions importantes. Voilà. On va suivre les personnages de près, voir comment ils réagissent à tout ce bazar ambiant, et puis aux intrigues qui se trament. Et franchement, ça démarre très fort. Ah ça oui. Alors, pour commencer, peut-être un petit état des lieux. Où en sont les personnages au début de cette séance? Volontiers. Ça nous met direct dans l'ambiance. Alors, on a d'abord Miku. C'est la flic du groupe. Ok, Elle sort d'un dîner qui visiblement s'est pas super bien passé, assez frustrant. Elle se retrouve seule chez elle et sa façon de gérer ça, elle se met à rédiger un rapport d'arrestation. classique pour elle, j'imagine. Se réfugier dans le boulot. Ouais, c'est un peu ça. Pour canaliser peut-être. Ensuite, on a Sultra, alias Johnny. Le rocker, charismatique. C'est lui. Il rentre chez lui avec Zoé. Il est encore un peu sur les nerfs à cause d'une altercation récente. Il sent bien qu'il doit avoir une discussion avec Zoé, mais bon, pour l'instant, il essaie de rester chill, comme il dit. Mhm. Chill, mais il y a une tension quand même. Ah oui, sous-jacente, tout à fait. Et donc Zoé, la mécano et hackeuse, Oui. elle rentre avec Sultra. Elle traîne les restes d'un drone, elle pense déjà à comment elle va le désosser, tu vois. Ah, le réflexe mécano. C'est ça, elle est un peu partagée, hein. D'un côté, fière de ses piratages, de l'autre, énervée par l'altercation, mécontente d'avoir récupéré une arme. Surtout, elle a besoin de décompresser, quoi. Compréhensible. Et enfin, le personnage qui va vraiment lancer l'action, c'est Lia. Ah, Lia. Jouée par Samy, elle revient d'une bagarre où ils ont gagné, mais elle découvre son appart, Le choc. complètement vidé. Tout a disparu. Et le pire du pire pour elle, sa fameuse collection de rollerballs. Sa précieuse collection. Là, elle est juste folle de rage. Et là, on comprend que ça va partir en vrille. C'est plus juste la fatigue ou les petites tensions entre eux. La découverte de l'IA, ce vol, qui est très ciblé en plus, Oui, ça va catalyser toutes les angoisses et forcer le groupe à réagir. C'est le premier domino qui tombe, vraiment. le signal d'alarme, c'est le hurlement de l'IA. Ça résonne dans tout l'immeuble. Un cri terrible. Zoé, même si elle est crevée, elle reconnaît ce cri. Tout de suite, elle fait demi-tour. Sultra la suit, un peu paumée. Pourquoi elle crie maintenant? Ils arrivent et ils découvrent la scène. L'appartement de l'IA est nu, dépouillé. Le vide total. Et ce qui est frappant, c'est comment l'IA se focalise sur ses rollerballs. On comprend tout de suite que c'est pas juste des objets pour elle. C'est viscéral. Ouais, c'est ça. C'est une partie d'elle qu'on lui a arrachée. On parle quand même de 173 paires. C'est une obsession. Une collection énorme. Les réactions sont immédiates, étendues. Sultra tente une blague sur le vide. Mauvaise idée. Ça passe pas du tout, genre « ferme ta gueule ». Zoé, elle, est plus pragmatique. Elle essaye de calmer l'IA et suggère d'appeler Miku, la flic. La bonne idée sur le papier. Oui, mais la colère de l'IA est tellement intense que même Sultra, il préfère rester un peu en retrait sur le palier. Il sent que ça va mal tourner. Sage décision, peut-être. Du coup, Zoé part chercher Miku. Mais elle sait pas exactement où elle habite, alors elle frappe chez Noah, le jeune voisin. Et là, on bascule dans une autre histoire. Une histoire encore plus sombre, en fait. Ah bon? L'appartement de Noah, c'est une espèce de mini-bunker. Verrous partout, caméra. Le gamin, il doit avoir 10 ans. Il dit à Zoé où trouver Miku, mais surtout, il lâche la bombe. Laquelle? Ses parents. Ingénieurs chez Nutriscorp. Morts dans un accident à l'usine. On les présente comme des héros, mais bon, ils sont morts. Oh non. Et il est seul, complètement terrifié, submergé par des histoires d'adultes, notaires, avocats. C'est horrible. Le pauvre gamin. Zoé, j'imagine, elle est touchée. Oui, elle l'emmène avec elle. Elle débarque chez Miku qui était en train de taper son rapport. L'annonce est super directe, hein. Les rollers de l'IA volés, les parents de Noah sont morts, on a besoin de toi. Le choc pour Miku. On a un aperçu de son appart, d'ailleurs. Ah oui, c'est, comment dire, hyper spartiate. Ultra propre, ça sent l'eau de Javel à plein nez. Très basique.
Zoé est visiblement surprise, elle lui lance un truc genre « Ah, tu vis vraiment là-dedans ?» Ça en dit long sur Miku aussi. Tout à fait. Et la rencontre entre Miku et Noah dans l'escalier, c'est un moment assez fort. Raconte. Le gamin lui prend la main, il lui raconte sa détresse. Et Miku, qui est d'habitude si réservée, presque froide, pas du tout tactile, Oui? bah là, elle finit par le prendre dans ses bras. Un geste hyper spontané, presque choquant venant d'elle, ça montre une autre facette. D'accord. Donc le groupe se retrouve au complet, Miku, Zoé, Sultra, Lia et le petit Noah en plus, dans l'appart dévasté de Lia. La scène est assez parlante. Ces murs couverts d'étagères carrées, mais vides. Les fantômes des 173 paires de rollers. Sultra, fidèle à lui-même, peut pas s'empêcher une remarque acide sur les mètres carrés perdus. Toujours le mot pour rire. L'enquête commence. Chacun apporte son expertise un peu. Alors, Sultra, le pro de la sécu, il note que la porte électronique, j'imagine, n'a pas été forcée. Intrusion propre. c'est propre. Miku, elle, remarque que seuls les rollers ont été volés. Rien d'autre. C'est hyper ciblé. Très bizarre. Sultra cherche des traces de roues ou de transport dans le couloir. Rien. Et c'est Miku qui a l'idée, c'est ça? La fenêtre? Exactement. Elle repère une fenêtre ouverte qui donne sur le centre-ville, sur le marché en contrebas. Son hypothèse, les voleurs ont balancé les rollers par la fenêtre à un complice qui attendait en bas. Malin! Mais Lia, j'imagine, elle doit être horrifiée. Ces précieux rollers balancés comme ça? Ah mais complètement. Ça montre à quel point cet attachement est, viscéral, comme tu disais. Ouais. L'enquête continue dehors. Sultra scanne le dark web. Et? Il trouve quelque chose. Rien. Aucune trace de la collection en vente. Sa conclusion est directe. C'est un coup monté. C'est pas une petite frappe qui a fait ça. C'est organisé. Pendant ce temps, Lia interroge les passants. Oui, et elle tombe sur un voisin terrorisé. Il raconte avoir vu 4 individus équipés comme des runners pro. Cagoule, lunettes cyber, tenue noire, armes. Ils sont entrés juste après le départ du groupe. Ah, une piste. Oui, mais le voisin flippe. Il refuse d'en dire plus. Il traite même Lia de folle. Ambiance. Sultra le traite de lâche. Sympa le voisinage, hein. Et Zoé. Zoé, plus méthodique, elle va voir les commerçants. Et là, bingo. Un boutiquier a vu une navette de livraison suspecte. Un truc type French FedEx, mais pas normal. Elle était garée juste près de la fenêtre de Lia. Intéressant. Mieux, le commerçant a des caméras de surveillance. Zoé récupère les images. Elle chope le numéro de matricule du véhicule. Et elle confirme, c'était un Aerodyne vectoriel. Une voiture volante, quoi. Un AEV, carrément. Et les images montrent même des gens en train de charger les rollers dans l'AEV, depuis la fenêtre de Lia. Ok, là, ça devient sérieux. Runners professionnels, extraction par AEV. C'est plus un simple cambriolage. Non, c'est une opération bien montée, clairement. Et Sultra, avec ses nouvelles infos, il retourne fouiller le dark web. Et là, Y trouve. bingo, il tombe sur un contrat de runner qui colle parfaitement. Description 4 runners pour mission cambriolage, exfiltration, escorte. Ça correspond pile. Et qui est le commanditaire? Le contact est crypté, bien sûr, sous le nom de Monsieur Johnson. Le pseudo classique de l'anonymat. Exactement. Et le contrat mentionne un lieu de rendez-vous. Ah, où ça? Le stade de la Chaise. Un stade de rue, apparemment. Et là, Lia réalise. Quoi donc? Mais c'est chez moi! C'est juste à côté de chez moi! La colère monte encore d'un cran. Elle se sent violée jusque dans son quartier. D'accord. Donc ils ont 2 pistes concrètes, remonter la plaque de laver et aller voir ce qui se passe au stade de la Chaise. C'est ça. Ils ont de quoi faire. Mais il se fait tard. Et comme on va le voir, cette affaire de roller, c'est que la partie visible de l'iceberg. Ah oui, parce qu'il y a d'autres crises qui couvent en parallèle. C'est là que la session prend vraiment une autre dimension. Pendant que l'enquête sur le vol avance, les vies personnelles des personnages implosent. Ou en tout cas, se complexifient dangereusement. On commence par qui? Miku? Oui, Miku. Elle est restée avec Noah. Elle découvre l'ampleur de sa situation. Le gamin hérite de l'immeuble entier. Ah ouais, quand même. Mais il lui faut un tuteur légal, et vite. Genre, dès le lendemain, pour un rendez-vous crucial chez le notaire. La pression. En plus, les papiers de Nutri-Scorp présentent les parents comme des héros sacrifiés pour sauver l'usine. Et Miku découvre aussi que Noah est surdoué. Alors face à l'urgence, elle propose d'être cette tutrice. C'est un geste fort, noble en apparence. En apparence, oui. Sauf que, presque en même temps, Miku reçut un email de son chef, le capitaine Moreau. Et qu'est-ce qu'il veut? Il la félicite pour une arrestation, mais
il lui ordonne de falsifier son rapport. Falsifié? Ouais. Pourquoi? Pour charger la victime d'une affaire précédente, un certain Zaki Yong, et surtout pour protéger un gang, les Tongs. Le message est clair, genre, pas touche aux Tongs, ils sont protégés en haut lieu. La corruption. Voilà. Elle obéit, mais on sent que ça lui laisse un goût amer, quoi. Elle est coincée. Et cette pression, ça la pousse peut-être à chercher une autre solution pour Noah, alors. Exactement. Peut-être par dégoût ou par stratégie, elle contacte une certaine Madame Saito, par email sécurisé. Madame Saito, Ouais. c'est qui? Un héritier d'un immeuble qui pourrait intéresser une autre corpo, Gémocorp. Elle émet même des soupçons sur la mort des parents. Elle demande l'aide de Saito pour protéger Noah. Et Saito répond. Oh que oui. La réponse est immédiate et glaçante d'enthousiasme. Saito accepte. Mais elle pose ses conditions. Lesquels? Miku doit être nommée tutrice légalement, mais elle agira en secret pour le compte de Saito. Pour le compte de Saito. Mais ça veut dire quoi? L'objectif est à peine voilé. Faire de Noah une pupille de Saito et, à travers lui, mettre la main sur l'immeuble. Miku se retrouve piégée, agent double malgré elle. Pia, les enjeux montent d'un cran, là. C'est plus juste une histoire de quartier. Carrément. On est dans les manœuvres corporatistes de haut vol. Et pendant ce temps-là, autre crise, chez Zoé et Sultra. Ah oui. Quoi encore? Ils rentrent chez eux. Et là, Sultra confronte Zoé. Il a une photo compromettante Une photo? De quoi? d'elle, posant avec un type des Arlequins, un autre groupe, et Un détonateur. Zoé craque. Elle révèle son secret. Ces implants cybernétiques, ils nécessitent des inhibiteurs qui coûtent une fortune. Et Et elle n'a plus qu'une semaine de réserve. Elle est au bout du rouleau. Pour obtenir 1 an de traitement gratuit, les Arlequins lui ont demandé de poser une bombe. une bombe, mais où? Au nulle part ailleurs. Leur QG. Le bar où ils vont tout le temps. Où traîne la milice, l'IA. C'est pas possible. Si. C'est l'horreur. Sultra est catastrophé. Cibler leur propre bar. C'est une folie. Zoé essaye de minimiser. Non mais je le ferai quand c'est vide. Mais Sultra sait bien que c'est jamais vraiment vide, surtout avec la milice. C'est une mission suicide et une trahison énorme. Mais alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Une alternative se présente. Cindy, la fille du maire. Oui, Elle offre 10 000 crédits pour qu'on l'aide à quitter Néolutès, à s'exfiltrer. ah, de l'argent. Oui. Et Sultra, il imagine un plan, complètement tordu. C'est-à-dire? Prendre l'argent de Cindy, faire semblant de l'aider, la planquer quelque part en banlieue, et ensuite faire croire à ses parents qu'elle a été enlevée, pour leur extorquer encore plus de fric ou de ressources pour sa libération. Mais c'est glauque. Et hyper risqué. Complètement. Mais pour Zoé, c'est toujours mieux que de faire péter une bombe dans leur bar. Alors il décide de prioriser Cindy. Le sens moral est très flexible, on va dire. On est dans Cyberpunk. Et comme si ça suffisait pas, Sultra trouve un autre contrat sur le net en fouillant. Encore un hit. Ouais. Éliminer 5 renards spécifiques, pour 1000 crédits chacun. Et Sultra l'y reconnaît. Ce sont les pompiers d'une affaire précédente. Le contrat donne toutes les infos sur eux. Une opportunité de plus ou un piège? Bonne question. Il n'arrive pas à relier ça à M. Johnson ou au stade de la chaise pour l'instant, c'est une autre affaire qui tombe. Et l'IA pendant tout ce temps. Elle digère le vol de ses rollers ? Difficilement, elle passe une soirée pourrie au nulle bar ailleurs. Le barman, Eric, lui apprend que le nom de Zoé a été rayé du tableau d'honneur du barathon local. Ah. Pourquoi ? Rumeur de triche. Peut-être relancée par Cindy, d'ailleurs. Et Eric est furieux que le groupe ait séché une réunion importante de la milice du quartier. L'IA, déjà à cran, s'énerve. Paix et part. Mauvaise soirée. Et ça continue. À la sortie, des miliciens du quartier la préviennent. « Tiens-toi tranquille maintenant ». Elle leur tient tête, évidemment. Sur le chemin du retour, elle croise les jeunes délinquants du coin, Zig et Zag. Mais cette fois, ils sont avec un milicien adulte. Clairement, l'ambiance se tend, même dans leur propre quartier. Ok, donc le lendemain matin, l'ambiance doit être super tendue. Palpable, ouais. Miku part au boulot, mais elle a bien l'intention de s'éclipser pour le rendez-vous de Noah chez le notaire. Elle va mentir à son chef. Mais elle prétexte une enquête perso sur le vol des rollers. Moreau, son capitaine, il a l'air de pas être dupe, mais il l'autorise à partir. Et il en profite pour lui rappeler sa mission à long terme contre la commune. D'une manière hyper intrusive, en se rapprochant physiquement d'elle. Ambiance toxique au commissariat. Pendant ce temps, chez les autres,
Sultra montre le contrat sur les 5 runners à Zoé. Elle est partante. L'argent, c'est une motivation puissante pour elle en ce moment. Forcément, avec ses inhibiteurs. Exact. Ils réalisent qu'ils ont rendez-vous avec Cindy à midi, au parc, près du pont Sterlitz. Gros problème, Sultra n'a contacté aucun passeur pour l'exfiltration. Ah, oui, détail. Il décide d'y aller quand même. Pour l'argent d'abord, on verra après. Et l'IA? Inarileia. Briefing express, le contrat sur les runners qu'il présente un peu comme une vengeance possible pour ses rollers, malin, et le plan Cindy avec les 10 000 crédits à la clé. Et elle marche. L'appât du gain et la vengeance, oui, ça motive l'IA, elle est à fond. C'est là que Noah débarque. Pile à ce moment-là, il cherche son petit-déj. Et il rappelle innocemment le rendez-vous chez le notaire à 18h. Miku s'en occupe, il dit. Et là, Sultra tilt. Exactement. Miku n'a rien dit au groupe sur cette histoire de tutelle. La méfiance s'installe sérieusement. Pourquoi ce secret? Que fait Zoé? Elle récupère le numéro de Miku via Noah et elle l'appelle direct. Elle lui parle du plan Cindy à midi. Miku accepte de venir pendant sa pause déjeuner. Surtout quand Zoé mentionne « ta part de l'argent ». L'argent. Ou le besoin de surveiller ce que le groupe prépare. Probablement un peu des deux. Le programme de la journée est juste démentiel. Attends, récapitulons. Midi, rendez-vous avec Cindy au parc. Oui. 17h, enterrement des parents Noah. 18h, rendez-vous chez le notaire pour la tutelle. C'est ça. Et entre tout ça, il faut trouver et liquider 5 runners professionnels. Ah, voilà. Une journée normale à Néolutès, quoi. Facile. Donc on arrive au parc pour le rendez-vous avec Cindy. Miku arrive la première. Et là, son instinct de flic s'allume direct. Elle voit la limousine du maire garée pas loin, un drone de surveillance qui tourne, des gardes du corps corpo disséminés discrètement. Ça pue. Ah oui, ça sent le piège ou au moins la situation hyper surveillée. Elle décide de faire demi-tour, pas envie de tomber là-dedans. Trop tard, j'imagine. Trop tard. Le reste du groupe Sultra, Zoé, Lia, arrive et la croise alors qu'elle repart. Zoé, qui est à cran à cause du secret de Miku sur Noah, la confronte immédiatement. C'est quoi cette histoire de tutelle? Ambiance. Miku essaie d'esquiver. Oui, elle parle du piège évident dans le parc, de la surveillance. Mais Zoé ne lâche pas l'affaire. Discussion tendue près du métro alors. Exactement. Miku finit par avouer, mais sans nommer Saito. Elle dit qu'elle a trouvé un protecteur puissant pour Noah et pour l'immeuble pour contrer Gemokor. Et Zoé? Elle est furieuse. Pourquoi Miku a agi seule? Elle fait le lien avec le matériel high-tech de Miku, elle soupçonne quelque chose. Miku promet des explications pour le soir, mais elle maintient sa décision. Et elle part. Le fossé se creuse vraiment entre elle et le reste du groupe. Pendant ce temps, Johnny Sultra décide d'aller voir Cindy quand même. Oui, en solo. Il demande aux autres de rester en retrait, mais de garder le canal de communication ouvert. Il joue la comédie de la rupture pour les gardes et les drones qui surveillent. Il est bon acteur, hein. Apparemment. Cindy confirme. Ses parents sont au courant de ses plans de fuite, mais elle a réussi à activer un brouilleux de communication temporaire. Elle veut toujours partir. 10 000 crédits. Et Johnny? Il est joueur. Il monte l'enchère à 15 000, billets d'avion inclus. Malin? Cindy accepte, mais elle ne pourra retirer l'argent que demain. Marché conclu. Il lui dit qu'il la recontactera. Et là, coup de théâtre. Exactement. Au moment où Cindy part, sa mère, la redoutable Melina Tarkin, sort de la limousine. La femme du maire. Elle-même. Elle félicite Johnny d'avoir géré la rupture avec sa fille. Elle lui propose des leçons d'étiquette et elle laisse miroiter un potentiel job auprès du maire. Et Johnny accepte les leçons. Opportuniste jusqu'au bout. Il accepte, détail crucial, au moment où il s'approche de Melina, le brouilleur de Cindy cesse de fonctionner. Donc Zoé et Lia entendent la fin. Oui, elles entendent la proposition et l'acceptation de Johnny. Elles sont vertes de rage, flirter avec l'ennemi comme ça. La rage de Zoé explose, littéralement. Oui, elle donne un coup de poing rageur dans une poubelle. Le bruit attire 2 gardes du corps. Ils s'approchent, agressifs. « Dégagez les clodos, le parc est privé !» L'insulte de trop pour Lia, j'imagine. Ah oui, surtout après le vol. Coup de tête direct sur un des gardes. Et ça dégénère. Complètement. Le garde est cybernétisé, il est sonné, mais pas KO. Il dégaine une arme lourde, Zoé essaie d'intervenir, mais elle échoue. Le garde tire sur Lia. Non. Elle est touchée. Oui, blessée sérieusement au flanc. Niveau de blessure 2, c'est pas rien. Le second garde la plaque au sol. Elle arrive à lui faire une balayette, mais elle finit menottée, les mains devant. Et Zoé? Voilà confusion, Zoé attrape Lia, blessée et menottée, et elle se barre en courant vers une ruelle. Le premier garde leur tire dans le dos.
Encore. Oui, Zoé est touchée, mais plus légèrement, niveau 1. Et là, fait intéressant, Johnny arrivait vers elle, mais il a ralenti en voyant le garde viser. Ça a peut-être contribué à la mauvaise visée du garde. Et les gardes les laissent filer. Oui. L'un d'eux reconnaît Johnny et dit un truc genre laisse, lui c'est un intouchable. Sa petite discussion avec Mélina a déjà eu des effets pervers. Ils se retrouvent donc dans la ruelle. Zoé, Lia blessée et menottée, et Johnny qui arrive. Zoé examine la blessure de Lia. Johnny arrive, l'air presque détaché. Comme si de rien n'était. Non mais l'ambiance doit être coupée au couteau. Électrique, ouais. Zoé engueule Lia pour son impulsivité face aux gardes surarmés. C'était suicidaire. Puis elle se retourne contre Johnny et elle hurle. Sur quoi? Pourquoi il a traîné avec Mélina Tarquin au lieu de suivre le plan? Pourquoi il a pris ce risque? Il se défend piteusement. Il dit que c'est son charme qui les a protégés à la fin. Il parle même des leçons d'étiquette que Mélina lui a proposées. Non mais sérieusement, Zoé et Lia doivent être atterrés. Consterné, c'est le mot. Complètement déconnecté de la réalité, le type. Ils reparlent quand même du plan Cindy. Oui, vite fait. Johnny confirme qu'elle va essayer d'avoir les 15 000 crédits pour demain. Zoé redit que son plan d'arnaque à enlèvement est beaucoup trop dangereux. La réponse de Johnny. Quoi? Débrouille-toi. En gros, c'est plus son problème. La solidarité du groupe a pris un sacré coup dans l'aile. Et la séance se termine là-dessus? Exactement. Sur cette note de discorde absolue. Le groupe est blessé, physiquement et émotionnellement. Ils sont divisés sur la marche à suivre, ils ont un calendrier impossible et les enjeux mortels s'accumulent de partout. Le vol des rollers semble presque anecdotique maintenant. Quelle fin de session! C'est explosif. On a Lia, blessée, dépossédée de sa passion. Noah, cet orphelin qui hérite d'un immeuble convoité par les corpos. Zoé, avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête à cause de ses implants et de la bombe. Johnny, qui joue un jeu hyper dangereux avec la mairie. Et Miku. Miku, prise dans un étau terrible, entre sa loyauté envers le groupe, son devoir de flic, même corrompu, et les manigances de cette Madame Saito pour qui elle travaille en secret maintenant. On sent vraiment que toutes les intrigues convergent. Le vol, c'était juste un déclencheur. Les vrais enjeux, maintenant, ce sont les luttes de pouvoir entre Nutri-Scorp, Gemocorp, Saito, la mairie via Prop Media, et la survie de chacun, quoi. Et au milieu de tout ça, les thèmes de la confiance, de la trahison, des secrets au sein même du groupe, ça devient central. Tout est en train de voler en éclats. La question qui brûle les lèvres, c'est Abécole. Avec Miku qui représente maintenant secrètement les intérêts de Saito dans l'immeuble de Noah, et Johnny qui fricote avec la femme du maire tout en prévoyant d'arnaquer sa fille. Combien de temps ce groupe peut-il tenir? Face aux pressions externes, mais aussi à ses secrets internes qui menacent de tout faire péter. C'est la grande interrogation, oui. Que se passera-t-il quand les ambitions personnelles ou les impératifs de survie entreront en conflit direct avec la loyauté envers le groupe? Dans les rues impitoyables de Néolutès, la loyauté, c'est déjà une denrée rare. Et là, on a l'impression qu'elle vient de sérieusement se dévaluer au sein de ce groupe. La suite promet d'être intense.